Dans les podcasts des musées d'Angers, Les murs ont des oreilles. un podcast réalisé par... Sens de la visite. Bienvenue dans cette nouvelle collection. Nous sommes ravis, Lisa et moi, de vous faire découvrir à l'audio Et en 2 épisodes, la toute dernière exposition temporaire du musée Pincé, consacrée à une thématique à la fois réjouissante et intrigante. c'est vrai, Jérémy. Et j'ajouterais aussi que c'est un sujet qui, à toutes les époques et dans toutes les cultures, concerne absolument tout le monde. C'est la séduction. L'exposition propose une exploration sous différentes facettes de cette question captivante. En 120 mètres carrés, 4 salles et 3 thèmes. L'art de paraître, d'abord, Ensuite, la question des relations de séduction. et puis, en guise de conclusion et de réflexion, une évocation des dangers de la séduction. D'un point de vue muséographique, vous retrouverez sur les cimaises et les vitrines de l'exposition un panel d'œuvres et d'objets d'art provenant des 6 musées municipaux de la ville d'Angers et de l'Artothèque. Donc, aussi bien les collections antiques et extra-européennes du musée Pincé Que les beaux-arts, l'archéologie, l'art contemporain et même des spécimens du Muséum d'histoire naturelle. Car vous allez l'entendre, l'instinct animal n'a pas été oublié. Dans ce podcast, grâce à un mix de voix expertes et passionnées, on vous donnera toutes les infos utiles pour bien saisir toutes les grandes lignes de cette exposition. Et puis, au fil de chaque épisode, vous entendrez des témoignages plus personnels et des ressentis pour prendre un peu de recul sur cette question universelle de la séduction. Un podcast qui finalement peut s'écouter aussi bien avant qu'après la visite. Puisque les présentations sont maintenant faites, c'est le moment de passer les portes du musée Pincé. Vous l'avez peut-être compris, au bruit évocateur de cette clé qui ouvre la porte en bois du musée, Vous entrez dans un monument historique. un sublime hôtel particulier du XVIe siècle, l'hôtel de Pincé. Situé dans le cœur historique d'Angers, il accueille depuis 1889 les collections du musée. Épisode 1, l'art de paraître. L'exposition Séduction cherche à explorer, ou en tout cas à proposer des pistes de lecture sur ce qu'est la séduction. Fabrice Rubiela, responsable des collections du musée Pincé et commissaire de l'exposition Séduction. Le terme séduction en français vient du latin ecclésiastique seducere qui signifie détourner. Détourner d'une certaine vérité, détourner du chemin. Mais bien évidemment, la séduction aujourd'hui englobe des notions quand même beaucoup plus larges. Pour le musée Pincé, l'idée était vraiment aussi cette espèce de confrontation entre les civilisations pour donner une sorte d'ouverture, de réflexion sur un sujet, la séduction. Et le premier thème lié à cette idée de donner une illusion, c'est l'art de paraître. On peut y voir des objets de parure de mode, de toute époque, depuis les boucles de ceinture mérovingienne jusqu'aux hauts de forme du 19e siècle. Et donc c'est vrai que les 2 premières salles de cette exposition essaient de montrer un peu cet art de paraître, à la fois avec les accessoires, avec les représentations des acteurs, autour notamment de personnalités comme la merveilleuse, l'incroyable, autour de la notion de la séduction du corps, mais aussi, et c'est la force de ces expositions du musée Pincé, de faire un voyage dans les civilisations extra-européennes et notamment d'aller voir ce qui se passe au Japon. C'est un point fort des collections du musée Pincé d'avoir des estampes japonaises. Il y a plus de 300 estampes. Et l'art de l'estampe japonaise au XVIIIe, au XIXe siècle, c'est beaucoup focalisé autour de représentations féminines, de beauté. Et ça nous permet en fait d'aborder les métiers de la séduction au Japon. Tout d'abord le métier de la geisha et celui de la courtisane. Un mot maintenant sur le point de départ de cette exposition. Comment ce thème en particulier de la séduction a été choisi ? Pour tout vous dire, c'est parti de cette œuvre-là qui est devant nous. Et qui trône majestueusement à l'entrée de l'exposition. C'est une sculpture de l'artiste angevin Zacharie Astruc, un buste en marbre partiellement polychrome dont le titre est Madame Astruc en espagnol ou Carmen. On est précisément en 1878 quand il sculpte cette œuvre et il représente donc sa femme tenant un éventail, vêtue d'un vêtement richement brodé, elle est parée de bijoux. C'est la représentation de l'Espagnol dans toute sa splendeur.
Et c'est à partir de cette œuvre, avec notre directrice, qu'on a trouvé que le sujet de la séduction pouvait être intéressant. À partir de là, on a réfléchi sur est-ce que ce sujet est pertinent pour les collections du musée Pincé, et il est complètement, depuis les estampes japonaises jusqu'aux épingles à cheveux chinoises, on a même les vases grecs, on a ce sujet qui est omniprésent. Alors, on peut peut-être commencer avec une œuvre ici qui est justement très proche de Madame Astruc en espagnol, mais qui est complètement différente et qui chronologiquement est plus ancienne. C'est une œuvre que les amateurs d'art connaissent. Il s'agit d'une œuvre du célèbre peintre Ingres qui a réalisé une composition, la Grande Odalisque. Alors, nous n'avons pas le grand tableau célèbre, mais nous en avons une réduction qui a été réalisée par Ingres lui-même autour des années 1814. Un tout petit tableau au final que je trouvais très intéressant, puisque là on est dans cet art de paraître avec cette odalisque à la coiffure très sophistiquée dans un écrin d'étoffe en quelque sorte, et cette carnation très attirante. Et puis on sait que Ingres, on l'accusait, c'est un peu la critique qu'il a eue sur ce tableau, qu'il aurait rajouté une vertèbre pour la rendre encore plus séduisante au regard du spectateur. Et c'était intéressant aussi de faire dialoguer avec notamment une photographie qui est juste à côté, qui est d'un artiste contemporain, William Klein, qui nous a quittés il y a quelques mois. Son œuvre Club Allegro Fortissimo présente une sorte de bain turc à la Ingres revisité et autour justement de figures extrêmement séduisantes et très différentes de ce que l'on a l'habitude de voir dans des canons de beauté qui vont parfois être plus sur des canons longilignes, etc. Là, il met en avant les physiques corpulents. Et c'est une très belle ouverture et de montrer que la séduction, elle prend des formes extrêmement variées et qu'on ne cherche pas, nous, à imposer un regard, de laisser le visiteur aussi se laisser séduire ou pas par certaines œuvres. Croiser les regards et les collections sur le thème de la séduction, c'est le but de l'exposition. Du coup, allons voir ce qui se passe maintenant dans le monde animal, et en particulier chez les oiseaux, car chez eux aussi, l'apparence joue un rôle essentiel dans les rapports de séduction. Benoît Mélier, je suis responsable des collections de zoologie, sciences de la Terre et préhistoire au Muséum d'histoire naturelle d'Angers. Alors, dans cette première salle, on voit principalement des oiseaux. Les oiseaux sont connus pour leur plumage, et notamment un plumage qui change tout au long de l'année, avec leur plus beau plumage au moment du printemps, au moment où les mâles doivent séduire les femelles. Donc ce plumage qui est dit nuptial, eh bien, il contribue aux différentes phases de séduction entre les mâles et les femelles dans la plupart des espèces d'oiseaux. Alors ici on a présenté deux espèces. Dans un premier temps un couple de combattants variés. Donc le combattant c'est un oiseau de la famille des limicoles. C'est des oiseaux qui vivent dans la vase et qui mangent les petits animaux qu'on trouve dans la vase. Et lui il a la particularité d'avoir toute une stratégie de séduction des femelles en combattant ses rivaux dans des sortes d'arènes qu'on appelle des lecs. Et alors c'est assez rigolo parce que c'est un petit endroit qui est déterminé, quelques centimètres, dizaines de centimètres de diamètre, et à l'intérieur de cette arène, les deux mâles se battent et les femelles observent autour. Et évidemment, lequel elles choisissent, le vainqueur. Et c'est aussi celui qui a la plus belle collerette. Enfin, ça rentre en jeu aussi. Donc il y a à la fois les éléments de rivalité entre les mâles, mais il y a aussi des éléments de séduction corporelle avec les plus belles plumes, la collerette la plus étoffée, le mâle le plus gros, etc. Donc ces scènes-là, on ne peut pas les voir chez nous. Par contre, si on monte au nord de la Belgique, Pays-Bas et puis en Scandinavie, on peut voir ce genre de comportement, puisque ça a lieu au printemps et les animaux passent l'hiver chez nous, ou plus au sud, et remontent au printemps pour se reproduire là-haut. Là, il y a un autre couple d'oiseaux, juste à côté du premier qu'on vient de regarder. Alors ici, on a présenté un couple de touraco, le touraco géant, une famille d'oiseaux qui sont vraiment remarquables. Ils vivent dans les forêts d'Afrique centrale. Et la particularité de ces oiseaux, c'est que le mâle et la femelle ont le même plumage. Comme quoi, il peut y avoir des exceptions. Très souvent, les mâles endossent des plumages extrêmement colorés au moment de la période nuptiale, et pas forcément les femelles. Et c'est le cas ici. Donc là, du coup, il est obligé d'user d'autres artifices pour séduire la femelle. Alors, chez beaucoup d'espèces, ça peut aller jusqu'à faire des offrandes matérielles, comme le jardinier. C'est un oiseau qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ça a été filmé finalement assez récemment au XXe siècle. Et on le voit construire une arche, enfin toute une sorte de stadium. C'est très théâtralisé. Et puis il dépose des objets pour séduire les femelles. Et les femelles, elles passent et puis elles regardent.
Donc elles font leur circuit dans la forêt, puis elles choisissent ce qui leur plaît le mieux. Donc les oiseaux viennent déposer des objets trouvés à droite à gauche qu'ils trouvent jolis, autour d'une sorte de jardinet qu'ils ont complètement construit, dans l'idée de séduire la femelle. Le thème de la séduction, c'est un peu un fil rouge dans l'ensemble du règne animal. La clé de l'évolution et les enjeux pour toutes les espèces animales, et même végétales, c'est la séduction à but de se reproduire. C'est vraiment l'enjeu majeur. L'idée, c'est toujours de se reproduire avec le meilleur, avec celui qui donnera la meilleure descendance. C'est un peu ça la clé. Si les oiseaux séduisent notamment avec leur plumage, chez nous, les humains, nos cheveux sont aussi un véritable atout de séduction. Et c'est tout l'art de la coiffure que de mettre en valeur notre visage et de dévoiler notre personnalité. On retrouve Alice, médiatrice au musée d'Angers, devant les vitrines qui illustrent justement l'art de la coiffure en Orient et en Occident. Dans la première vitrine sur l'art de la coiffure en Occident, on a voulu faire un panel de coiffure du 19e siècle. Juste après le 18e siècle, on avait beaucoup de perruques poudrées avec beaucoup de bijoux, d'ornementation. On va passer sur des chignons toujours très sophistiqués, très compliqués, mais beaucoup moins extravagants. Et donc dans cette vitrine, on peut voir notamment un extrait des revues du Moniteur de la coiffure, qui était une revue qui permettait de diffuser les coiffures à la mode dans les grandes cours pour qu'on puisse ensuite les reproduire. Il faut aussi s'imaginer que les femmes à cette époque n'avaient pas le droit de se détacher les cheveux, donc on reste sur des chignons qu'elles ne faisaient pas forcément elles-mêmes parce que c'est des chignons assez complexes. Donc elles avaient des femmes qui les accompagnaient dans leurs toilettes ou bien des coiffeuses. Alors la coiffeuse est arrivée un peu plus tard, à la fin du 19e siècle. La première coiffeuse s'appelle Harper, qui a ouvert son salon en 1888. Donc c'est vraiment à la toute fin du 19e siècle. Et puis dans cette vitrine, on peut aussi voir des accessoires, donc des peignes, des broches et 2 médaillons de David d'Angers, le célèbre sculpteur angevin, qui représente une femme et un homme avec des coiffures typiques du 19e siècle. Pour l'homme, ça va être une coiffure beaucoup plus naturelle. On voit ses cheveux ébouriffés, mais une chevelure, une crinière, si on peut dire. Et la femme, elle a donc les cheveux tirés en arrière avec une tresse qui va former un chignon et des anglaises qui tombent de chaque côté. Donc on voit bien aussi la différence entre les coiffures des femmes, sophistiquées, tirées, et les coiffures des hommes, beaucoup plus naturelles et libérées. Et juste à côté, on a donc un dessin de Guillaume Bodinier, un peintre du début du 19e siècle, un peintre qui est né à Angers, qui a étudié à Paris et qui a vécu ensuite à Rome, puis en Italie pendant de nombreuses années. Donc là, il a dessiné le dos d'une femme et surtout son chignon. Un chignon très complexe, fait de 2 tresses qui sont enroulées dans des rubans et qui sont ensuite elles-mêmes enroulées à l'arrière de la tête de cette femme et tenues par une sorte de serre-tête, si on peut dire, en métal. Et on peut remarquer qu'il a mis vraiment un soin tout particulier dans le dessin de la tresse, dans les détails des cheveux. Il laisse quelques boucles à l'avant devant son oreille qui, elles, sont libérées du chignon. Et puis, il dessine aussi la boucle d'oreille qu'elle porte. Ce peintre, il avait pour habitude de voyager, de faire de nombreuses excursions en Italie et d'aller glaner comme ça des motifs, d'esquisser les habitants qu'il pouvait croiser, et notamment les habitants du Latium, donc la région autour de Rome. On a au musée des Beaux-Arts d'Angers plusieurs peintures qui représentent des paysans, mais aussi des classes plus bourgeoises dans leurs costumes traditionnels, avec vraiment tous les détails, des coiffures, des accessoires. Guillaume Bodinier, c'est un peintre important pour les musées d'Angers puisqu'il a été directeur des musées d'Angers au XIXe siècle, à partir de 1847, quand il est revenu d'Italie. Et puis surtout, il a donné le bâtiment dans lequel on se trouve actuellement, le Logis Pincé, en 1861, pour y accueillir les collections de Turpin de Crissey. Et aujourd'hui, on conserve beaucoup de ces peintures et aussi de ces dessins, qui sont vraiment des dessins d'ethnographe, c'est-à-dire qu'il va chercher les détails dans les costumes, dans la manière de se coiffer. Comme un ethnographe, il va faire plusieurs dessins du même motif pour vraiment capter toutes les subtilités de ses parures, de ses accessoires. Et d'ailleurs, ce dessin qu'on a devant les yeux, il ne va pas rester pendant tout le temps de l'exposition, il va être remplacé par un autre dessin dans 3 mois. Et celui-ci sera accompagné en fait d'une description de Guillaume Bodinier qui l'a pris sur le vif et qui décrit les étapes de la coiffure. Comme un tuto aujourd'hui, en fait, il va dire étape 1, on va former 2 tresses, étape 2, on va les enrouler de telle manière, puis les accrocher avec telle attache.
Donc nous, avec le service médiation, quand on a vu ce dessin, on a voulu en faire un dispositif de médiation. On propose en fait aux visiteurs, à partir d'une tête à coiffer, de refaire la coiffure de ce chignon à l'italienne, comme Bodinier l'a capté en fait, un chignon du 19e siècle, avec ses différentes étapes. Alors, quelquefois, elles peuvent paraître un peu complexes, donc on propose aussi de faire sa propre coiffure, son propre chignon. Les garçons, vous avez vu qu'on peut coiffer aussi? On peut faire selon son inspiration. On s'est permis, avec l'accord de leurs parents, de laisser traîner notre micro pour vous faire entendre les bienfaits de ce dispositif de médiation. On dirait que c'est des vrais cheveux. Oui. Ça donne envie, hein? C'est des cheveux. Peut-être que tu peux enlever le petit nœud d'abord. Tu vois, comme ça, après, tu peux reprendre de zéro. Ouais. Je me dis, est-ce que je peux coiffer les cheveux de ma mère? C'est comme ça que je vais coiffer quand j'aurai ma fille. Attends, me dis pas que tu sais pas faire les nœuds. Si. Non mais je sais pas faire les nœuds de mes lacets, par contre je sais faire les nœuds comme ça, c'est débile. Attends, j'avais pas vu qu'il y avait des chouchous par terre. Et tu veux mettre ça, Maëlle? On va mettre un chouchou. Moi aussi j'ai trop envie de m'en faire un autre. Tu veux continuer? On va laisser le tabouret dans cette salle-là. C'est juste pour te montrer la salle à côté. Les autres vitrines, tu vas pouvoir... Des dispositifs de médiation comme cette tête à coiffer, il y en a dans chaque salle du parcours, en complément du discours scientifique et artistique de l'exposition. Alors, outre la coiffure, il y a par exemple un atelier tampon pour comprendre la technique de l'estampe, un bureau où écrire des billets doux, ou un fauteuil pour écouter confortablement au casque le mythe de Narcisse. J'aime beaucoup cette sensation de petit salon où on passe d'ambiance feutrée, où justement il y a pu y avoir des petites conversations au bord de la cheminée, le plafond voûté à côté où tu as l'impression qu'un homme va mettre un genou à terre. Il y a une ambiance ici, il y a quelque chose. Vraiment, j'ai adoré. Je m'appelle Norbert, je suis coiffeur depuis l'âge de 15 ans. Je travaille sur Angers dans un salon qui s'appelle La Parenthèse. Norbert voit passer chaque jour, dans son salon, des personnes qui lui demandent de prendre soin de leur apparence. Alors, l'art de paraître, vous imaginez bien que ça lui parle forcément. Et il a même quelques confidences à nous faire sur son métier. Donc là, on est devant la vitrine de l'art de la coiffure en Chine. Sur cette vitrine, on découvrira plusieurs peignes que les femmes asiatiques se mettaient dans les cheveux pour justement attirer et surtout pour présenter leur classe sociale. Et c'est assez impressionnant de voir justement le travail et que les femmes se mettaient ça dans les cheveux. Et puisqu'on est devant cette vitrine, un petit conseil pour vous. Ne manquez pas les sublimes épingles à cheveux de Chine, fin 19e siècle, en plumes de martin pêcheur, perles, alliage cuivreux et vert. Un petit bijou des collections du musée Pincé. Donc là, on est plus sur la coiffure de l'Occident. On remarque directement que les peignes ne sont pas du tout faits de la même façon. Les coiffures sont aussi complètement différentes puisqu'on est sur les coiffures asiatiques, on est sur des coiffures très serrées, très tirées dans lesquelles on vient glisser des peignes, alors que la coiffure d'Occident, surtout au début du 19e, était déjà détachée et avec des cheveux naturels, pas de perruque. C'était leurs cheveux naturels. Mais il faut quand même savoir que les outils d'époque n'étaient pas électriques, qu'il n'y avait pas différentes températures, donc c'était des fers qui étaient mis directement dans les braises et qu'on venait brûler le cheveu pour lui faire prendre la forme de l'anglaise. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on remarque que les représentations sont des jeunes femmes, tout simplement parce que effectivement, à partir d'un certain âge, les cheveux étaient tellement abîmés, on ne peignait plus de femmes un peu plus âgées. On passait à la perruque après. C'était une séduction en forme de souffrance pour le coup. Totalement. La séduction à l'époque était souffrance. D'ailleurs, je ne sais pas si on est à l'époque du corset, mais pour la femme, c'était dans la souffrance. C'était beaucoup plus simple pour les hommes, dans la moustache, dans la barbe. La femme, c'était vraiment un vrai travail de se faire coiffer tous les matins et après de se faire habiller. Marie-Antoinette, qui était elle-même très complexée de par sa taille, mettait des structures dans ses cheveux jusqu'à des maquettes de bateaux qui pouvaient représenter 1,10 m de hauteur, et on se servait des cheveux pour faire les voiles. Heureusement, les techniques ont énormément évolué, les looks et les styles ont aussi complètement évolué. Aujourd'hui, une femme n'a plus 1 heure de temps à perdre le matin à se coiffer. Une femme se brosse les cheveux, met un élastique et part au travail. À l'époque, elle ne travaillait pas.
Il fallait juste être bien coiffé pour la parade de la journée, pour la balade matinale et pour la balade de l'après-midi. Donc c'est complètement différent. Mais la coiffure fait toujours partie à part entière de la séduction. Comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est la seule chose qu'on peut changer. On ne met plus de corset. Donc sa taille, on l'assume. Le maquillage, on l'a adouci aussi. Et la coiffure, c'est la seule chose qu'on peut réellement changer. En fonction de son humeur, et moi je le vois très souvent en salon, c'est que effectivement les gens qui viennent, selon leur humeur, vont demander des coiffures complètement différentes. Et c'est lié à la nature et lié à la saison. En hiver, on fera beaucoup moins attention. En hiver, on va s'attacher les cheveux, on va mettre des chapeaux, on va mettre des bonnets. La séduction intervient vraiment au printemps et à l'été. Au printemps, là, on le sent très très bien. Les terrasses vont rouvrir, on sent que les jeunes filles ont besoin de faire de la netteté, de faire de la clarté dans leurs cheveux. On sent que les hommes veulent toujours des coupes un peu plus tirées, un petit peu plus travaillées. Je pense que la coiffure est comme la danse du pan. C'est un apparat. Et c'est d'ailleurs le parallèle qui a été fait dans l'exposition, et je trouve ça très bien d'avoir mis des animaux avec cette exposition, parce que malgré tout, on reste dans cette ambiance où il y a des parades, il y a ce fameux phéromone qui donne envie, qui donne la séduction. Et cette salle nous montre ça. Depuis la nuit des temps et à aujourd'hui, on s'est toujours servi d'artefacts pour séduire. Là, on est devant une œuvre qui apparemment vous interpelle, qui s'appelle Pise de Cécile Benoîton. C'est une vidéo de 2008 et qui représente un talon qui est en train de se tordre très 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 lentement. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé de corset, on a parlé de peigne dans les cheveux, là on parle de talons. Bien sûr, les modes et les objets ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, une femme n'accepterait pas de porter une tiare qui pèse presque 500 grammes toute la journée sur sa tête. Quand je vois les peignes là-bas, j'imagine que toute la journée, ça ne serait pas possible. Mais de se rajouter des accessoires de séduction, il y a des fois, ça peut faire mal. Qu'est-ce que vous éprouvez en regardant cette vidéo? Disons que j'aurais envie d'aider cette jeune femme à se relever. Quand je regarde cette œuvre, je l'imagine tomber dans la rue et effectivement tout simplement lui tendre la main. Et comme quoi son accessoire de séduction, même si elle est tombée, il a marché puisque je lui ai tendu la main. C'est un petit musée qui est très intime et du coup par rapport à la thématique de la séduction, j'ai trouvé que c'était tout en douceur. Enfin voilà, moi je suis pas forcément une savante ou une sachante d'œuvres plastiques, artistiques, mais j'aime ça. Et là, ce qui m'a plu, c'est par rapport à la thématique, c'est justement la douceur. Et dans cette douceur, il y a une grande diversité en fait d'œuvres et c'est séduisant, mais dans le bon sens du terme. Cette personne qui parle avec tendresse de l'exposition et du musée Pincé, c'est Charline Poronne, comédienne et metteuse en scène de théâtre. Après avoir fait partie de la troupe permanente du Quai, le Centre dramatique national d'Angers Pays de la Loire, elle a fondé sa propre compagnie, la Passeggiata. L'art de paraître, l'apparat, c'est une question essentielle pour les métiers du spectacle et de la représentation. Son regard et son expérience nous semblaient pertinents à vous faire entendre. Si je considère l'art de paraître sous le prisme de comédienne metteuse en scène, le paraître est forcément important. Je suis dans un métier où ma mission principale, c'est celle de raconter des histoires. Donc forcément, il y a la question du paraître, comment on paraît pour raconter ces histoires, puisqu'effectivement, pour convoquer le public, il y a plusieurs choses. Et donc, en fonction de l'histoire qu'on a à raconter, le paraître, pour moi, il se situe dans une première couche pour aller, pas forcément attraper, mais en tout cas proposer, pour inviter le spectateur à rentrer dans un univers. Et donc, dans l'expo, c'est vrai qu'il y a le costume. Quels apparats, qu'est-ce qu'on met? Alors, entre l'éventail, par exemple, de Carmen, après, c'est la figure de Carmen, moi, qui me plaît beaucoup, qui est éminemment théâtrale, je trouve, et les coiffures. La coiffure, c'est quelque chose, bizarrement, qui, dans ma vie de tous les jours, ne m'importe pas trop, mais par contre, dans mon métier, est important. Le port est différent en fonction de, on se fait un chignon haut ou on laisse les cheveux libres. Pour le coup, on ne raconte pas la même chose. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Échappée, qui est un road trip féminin. Et il y a une petite importance à la coiffure, où les deux femmes, au début, sont assez empêchées dans leur carcan, dans leur vie. Et c'était important pour moi qu'elles aient des coiffures attachées, travaillées. Et plus
elles vont avancer dans l'histoire, elles vont partir dans ce road trip. Voilà, c'est bête, mais les cheveux au vent, ça raconte tout de suite la liberté. Et pour un acteur ou une actrice, c'est pas seulement on donne à voir autre chose, c'est on le ressent vraiment différemment. Et une actrice, en l'occurrence, quand elle se détache les cheveux, quand elle les attache, elle a forcément un port, une posture qui change. Et en fait, c'est de la sensation. C'est très vivant. Donc là, pour le coup, dans l'expo, effectivement, la coiffure, ouais, enfin, ça me parle. Et puis après, l'art du théâtre, pour moi, il y a une technique. C'est pour ça que ça s'apprend. Mais on va utiliser des artifices, des outils pour être vecteur, passeur d'une histoire vraie. Et c'est ça qui est assez paradoxal et en même temps, c'est tout la grandeur et puis le côté complètement passionnant de ce métier. L'apparat, le paraître, l'artifice au service de la vérité. Et le costume en fait partie et la coiffure dans le but d'aller au plus profond de l'humain finalement. Puisque c'est ça, c'est raconter l'histoire des hommes et des femmes depuis des millénaires, quoi. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnages de théâtre qui évoquent pour vous la séduction ? Le premier qui me vient comme ça, c'est Don Juan, forcément, de Molière. Un séducteur manipulateur et narcissique. Et je dirais que son pendant féminin, mais du coup qui est dans un autre genre, pour moi, ça serait Carmen. Alors, c'est pas forcément un personnage de théâtre, mais voilà, de Mérimée, donc de littérature et d'opéra avec la Carmen de Bizet, qui donne à la femme un rôle de séductrice, de femme désirante et résolue. Pour le coup, j'ai plus de tendresse pour le personnage de Carmen que pour le personnage de Don Juan, qui est complètement narcissique. Or, Carmen porte en elle la liberté, et qui est aussi une liberté féministe. Sachant qu'au théâtre, les rôles féminins sont rarement des séductrices. Il y en a peu. Ce sont des femmes séduites. Il y a la jeune première, il y a l'amoureuse éplorée. Souvent, ce sont des femmes au destin sinistre. Ce sont des femmes qui subissent dans le rapport amoureux ou dans le rapport de séduction. Et moi, j'ai rarement joué ces rôles-là. Par contre, j'ai eu la chance, justement, à l'inverse, de jouer des rôles de femmes très fortes, de reines, de guerrières, des femmes de pouvoir, des femmes puissantes. Et le rôle qui m'a le plus marqué dans ma vie, et parce que je l'ai vécu 10 ans, c'est Marguerite d'Anjou, justement, dans la tétralogie Henri VI, Richard III. Et c'est une femme, au début d'Henri VI, elle a 15 ans. La fin de Richard III, elle va mourir, elle a 60 ans. Et j'ai eu la chance de traverser ces 24 heures de théâtre avec le même personnage, qui est une jeune princesse angevine, qui va se retrouver reine d'Angleterre, en étant mariée au roi Henri VI d'Angleterre, qui lui est un roi pieux, considéré comme faible. Elle va prendre les armes, elle va prendre le pouvoir, elle va se battre, elle va aller très très loin pour défendre un pays, son honneur, son enfant, sa lignée. Et pour le coup, j'ai pas la sensation que ce soit un personnage de femme séductrice dans son cliché, dans son stéréotype. Par contre, pour moi, c'est un personnage séduisant justement parce que c'est une femme sans filtre, brute. C'est une femme séduisante de par sa force. Ouais. Pour finir, on s'est permis de demander à Charline ce qu'elle trouvait séduisant dans l'absolu. Je réfléchis. Ah oui. Moi, ce qui me séduit, c'est l'émotion. Je suis séduite par la sincérité, par l'émotion d'une personne, quelle qu'elle soit, même si ce sont des émotions négatives, de penser avec sa sensibilité et l'intelligence qui va avec. Donc, je dirais l'intelligence sensible chez une personne, pour le coup, c'est ça qui me séduit. À travers sa réponse, Charline évoque une autre facette de la séduction, en plus de l'art de paraître. Ce sont les qualités humaines, les échanges, tout ce qui fait lien entre nous. Et finalement, c'est une transition toute trouvée vers le prochain épisode de la collection, les relations de séduction. Pour l'écouter, abonnez-vous à la chaîne de podcast des Musées d'Angers, sur votre plateforme d'écoute favorite ou sur cet hébergeur Podcastix. Si ce premier épisode vous a déjà donné envie d'aller visiter l'exposition Séduction, voici les infos utiles. L'exposition se tient au musée Pincé, 32 bis rue Le Neveu, en plein centre-ville d'Angers, jusqu'au 19 mai 2024. Le musée est ouvert uniquement le week-end et pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Et donc, pour les vacances d'été à venir, concrètement, ce sera du 8 juillet au 3 septembre 2023. C'est gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous, de 17h à 18h. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site internet musée.angers.fr et vous cliquez ensuite dans l'onglet Exposition. L'épisode 1, c'est maintenant fini et on a déjà hâte de vous retrouver pour le suivant.